m'avez demandé de parler de la place des inhibiteurs d'FLT3 dans les LAM. Je ne vais pas particulièrement parler un tout petit peu à la fin des sujets âgés et de la monothérapie parce que ça ne marche pas plus que ça. Donc on va se concentrer sur d'autres points. Donc pourquoi c'est intéressant d'essayer de trouver d'autres traitements dans les LAM? Parce que il y a un pronostic qui est variable, mais que quand même la survie globale à long terme elle est assez modérée. Qu'il y a quand même beaucoup de disparités, tant au niveau génétique qu'au niveau de la biologie moléculaire. Et les dernières classifications, ça tout le monde les connaît à peu près, entre favorables, intermédiaires ou défavorables, et que ceux qui ont des mutations FLT3 se situent soit en intermédiaire si jamais ils sont associés à des mutations à une BM1, ou plus grave, s'ils sont isolés, mais ils restent quand même normalement dans les intermédiaires. Pourquoi est-ce que FLT3 est une molécule d'intérêt? On sait que c'est un récepteur transmembranaire à activité tyrosine kinase, qu'il active pas mal de voies de signalisation, notamment dans la différenciation, dans la prolifération et dans tous les mécanismes anti-apoptotiques, qu'il est présent quasi exclusivement sur les cellules hématopoïétiques, un tout petit peu sur quelques cellules myocardiques. Donc son rôle, prolifération, survie, transformation. On sait qu'il est surexprimé dans une très grande majorité des hémopathies de type leucémie aiguë, donc dans les LAM, dans les LAL, sans forcément être muté, hein, surexprimé. Dans quelques LMC, mais c'est anecdotique, et encore plus anecdotique dans les LLC. FLT3 est retrouvé à l'état dupliqué dans à peu près 25 à 35% des LAM acaryotiques normales. Ça va de 20 à un peu plus, mais bon. Un peu moins en pédiatrie, et c'est un peu moins exploré aussi en pédiatrie. On a deux types de mutations. Je ne vous ai pas remis le schéma du récepteur, il me semble. Non, je ne l'ai pas remis. Donc c'est un récepteur transmembranaire à activité tyrosine kinase. Il y a deux mutations. Une, celle qui est dite ITD, qui se trouve au niveau de la jonction transmembranaire, et une TKD qui est plus basse au niveau du récepteur, enfin de l'activité tyrosine kinase. Beaucoup plus fréquente en ITD qu'en TKD. En termes d'implication et de pronostic, il y a à peu près le même nombre de taux de rémission complète avec une première ligne de traitement, qu'il soit FLT3 muté ou non, enfin dupliqué ou non. Par contre, il y a un taux de rechute beaucoup plus important et un taux une survie globale qui est moindre, notamment dans les mutations ITD. C'est moins décrit dans les mutations TKD. Petite chose aussi, en termes d'implication sur le récepteur, ITD et TKD n'activent pas de la même façon, donc ça aura un impact après dans les inhibiteurs qu'on pourra utiliser. En gros, TKD induit une activation du récepteur, donc les inhibiteurs qui empêchent l'activation ne marchent pas dans les mutations FLT3 de type TKD. Donc ça, on revoit les voies d'activation, donc toutes les voies multiples et variées, avec un point initial qui peut être bloqué avec l'inhibition d'FLT3. Il y a de nombreux inhibiteurs d'FLT3 qui sont depuis un petit moment en cours de développement. Alors, il y a du première et du deuxième génération, et il y a du type 1 et du type 2. Première génération, c'est des inhibiteurs d'FLT3, mais des inhibiteurs de tyrosine kinase au sens large. Ils ont moins de spécificité que ceux de deuxième génération. Donc, globalement, un tout petit peu plus d'effets indésirables extra-hématologiques, alors que les types 2 ont moins de toxicité au niveau extra-hématologique. Les types 1 vont agir, les types 2 vont empêcher l'activation du récepteur, donc toutes les mutations de type TKD ne marcheront pas avec les anomalies FLT3 TKD. En termes de toxicité, elle est plutôt acceptable, elle est plutôt gérable, quelles que soient les études, quelles que soient les choses, principalement des allongements du QT, en dehors de la toxicité hématologique. Tout ce que j'ai pu trouver chez les patients de plus de 60, plus de 65 ans, il y avait des alertes systématiques sur une tolérance. Alors c'est plus sur alors pas forcément cardiaque bizarrement, mais globalement la toxicité faisait que il y avait l'utilisation était difficile
sans forcément retrouver une complication particulièrement fréquente. On va voir un tout petit peu tous les intérêts que ça peut avoir. Est-ce que ça peut avoir un intérêt en première ligne? Est-ce qu'il y a un intérêt en entretien? On va voir un tout petit peu tout ça. Donc, une des plus importantes études, ça a été celle-là. Beaucoup de patients screenés, 880, quasiment 900 patients éligibles, un peu plus de 700 inclus, avec un protocole qui était le suivant, de la dono associée à l'RAC, donc le 3+7 classique, l'amidostorine qui était donnée par 2 fois par jour versus placebo de J8 à J21. On faisait un myélo à J21, s'ils étaient toujours blastiques, on refaisait exactement la même chose. Derrière, ils bénéficiaient de 4 consolidations par aracitine forte dose, donc un traitement assez costaud quand même, et de l'entretien par midostorine, 12 cycles de 28 jours. Ça a été designé avant 2008, et donc la greffe n'était pas prévue et n'était pas recommandée en première ligne parce qu'on n'avait pas la notion, au moment où l'étude a été designée, que les FLT3 étaient particulièrement, peut-être un tout petit peu plus de mauvais pronostics, que peut-être il aurait fallu les greffer, et en plus il y avait l'espoir qu'avec ça, associé à la chimiothérapie, on gomme le mauvais pronostic et donc on les améliore. Le problème, c'est que pile poil, c'est après, oui. Ça, c'est les survies globales. Donc, ils sont assez futés dans leur conclusion. Ils disent que la survie médiane n'est pas atteinte dans le bras midostorine à 4 ans et que la survie médiane dans le bras placebo, elle est beaucoup plus courte. Sauf qu'à 4 ans, on a 51% de survie globale et 44% dans l'autre bras. C'est un petit peu moins sexy quand on regarde les pourcentages. Il n'empêche que c'était la première étude qui montrait un gain en survie globale avec l'injonction d'une thérapie ciblée dans les LN. Il y a quelques petites choses quand même qu'on peut déplorer, c'est que déjà la greffe n'était pas prévue, mais qu'au moment où l'essai a commencé, est sorti ce papier dans le New England qui montrait que quand il y avait une mutation FLT3, les patients qui étaient allogreffés avaient de meilleurs résultats à long terme, et donc il y en a beaucoup qui ont sorti les patients de l'étude pour les amener à la greffe. C'était pas prévu, donc ils les ont analysés de façon un petit peu différente. Et il y a pas mal de censure à la greffe, et donc toute la partie un petit peu statistique de l'étude est un petit peu discutée par rapport à ça. Il n'empêche que les patients qui ont été à la greffe et qui ont reçu l'inhibiteur d'FLT3 ont une meilleure survie après la greffe que ceux qui ne l'ont pas eu avant. Probablement parce qu'il y a une réponse qui est plus profonde, plus satisfaisante, et que l'utilisation avant la greffe de midostorine dans le cadre de l'induction et des consolidations a probablement bénéficié. Là, je me suis trompé de bouton. A probablement bénéficié aux patients en post-allogreffe parce qu'ils devaient avoir une réponse qui était de meilleure qualité. Ces patients-là, je rappelle, donc soit ils avaient donc induction, conso et maintenance. Ceux qui allaient à l'allogreffe n'avaient pas d'inhibiteur d'FLT3 en post-greffe. Il n'y avait pas de stratégie de maintenance après. Ils étaient sortis d'études et censurés. Donc, quand même, première étude qui montrait, avec l'utilisation de thérapie ciblée, une phase 3 randomisée internationale, qui montrait une amélioration et un bénéfice en survie chez les patients avec LAN. Ça faisait longtemps que ce n'était pas sorti. Donc, quelque chose d'intérêt en termes d'utilisation des inhibiteurs d'FLT3. Il y en a une autre, SORA-ML, avec l'utilisation non pas de la midostorine, mais du sorafenib. Ce sont des données qui ont été publiées, qui ont été actualisées à l'âge 2017. Beaucoup moins de patients. 2 inductions, 3 consos avec sorafenib ou placebo en maintenance. La petite chose, c'est que le sorafenib était utilisé après. Il n'était pas utilisé avant, pendant les inductions ou les consolidations. On a des survies qui sont un tout petit peu meilleures, mais globalement, donc une survie globale qui était de 63% versus 56% à 3 ans. C'est un tout petit peu, c'est bien mieux en termes de FS, par contre en termes de survie globale, non, parce que à la rechute, c'est complètement catastrophique. La survie à la rechute est de 26 mois dans le bras placebo contre 5 mois dans le bras sorafenib.
Donc les patients qui sont traités par inhibiteur d'FLT3, et ça se retrouve dans quasiment l'intégralité des publications, dès qu'ils rechutent, c'est la catastrophe derrière. On n'arrive pas à les remettre en réponse. Donc on voit qu'on obtient des bons taux de RC, on voit qu'ils rechutent moins. Par contre, ceux qui rechutent, peut-être qu'il va falloir soit trouver des stratégies pour éviter qu'ils rechutent, ça serait mieux, ou alors trouver des meilleurs traitements derrière. Globalement, infection, saignement de grade 3. Et l'autre point qui était intéressant pour ça, donc je rappelle que ça c'est un de première génération, c'est que c'était des patients tout statut FLT3. On prenait des patients, toutes LAM inclus, FLT3 muté, FLT3 non muté. Donc on en a une qui montre clairement qu'il y a un bénéfice en survie globale, et il y en a une autre qui montre qu'il y a un bénéfice à la fois chez les patients qui sont mutés et chez les patients qui sont non mutés. Probablement sur l'aspect de surexpression de FLT3 chez toutes les LAM et sur l'inhibition de l'activité kinase. L'estortinib, alors là franchement je n'ai pas très bien compris qu'est-ce qu'ils avaient voulu faire comme schéma. Donc il n'y a aucune différence en survie globale, 500 patients FLT3 dupliqués. Ils faisaient les chimios, ils faisaient l'aplasie des chimios, pendant les 15 jours ils rentraient à la maison, ils mettaient l'inhibiteur d'FLT3 et puis ils l'arrêtaient pour la conso et puis ils le remettaient à la maison, enfin un peu bizarre comme schéma. Et donc il n'y a aucune différence, mais peut-être que c'est plus lié au schéma d'utilisation du médicament que réellement à l'efficacité de la molécule. Juste avant de passer à la rechute réfractaire, au niveau du mécanisme d'action, tout ce qui a été essayé d'utilisation des inhibiteurs d'FLT3 avant la chimiothérapie, il faut éviter parce que ça inhibe l'action de la racitine et des anthracyclines, donc surtout pas avant chimiothérapie. C'est pour ça que souvent c'est mis à J8. Dans les rechutes réfractaires, essai quantum, donc quizartinib, deuxième génération, plus spécifique, c'est un type 1. Ça a été rapporté à l'EHA 2018. À ma connaissance, en tout cas de tout ce que j'ai regardé, je ne l'ai pas vu publier. Il prenait des patients en rechute réfractaire dans les 6 mois, donc une population extrêmement catastrophique. C'est des patients qu'on perd à peu près normalement quasi systématiquement. Il y avait en plus 25% de rechute post-greffe. Les bras comparateurs, c'était versus chimiothérapie. Il y avait soit racésucut, ce qui n'est pas forcément le meilleur bras comparateur de la Terre, Flagida ou MEC, qui sont quand même les traitements actuellement de référence sur des patients qui sont en leucémie aiguë sujet jeune, réfractaire ou en rechute. Normalement, c'était plus ou moins maintenance ou greffe, mais par contre, s'ils allaient à la greffe, il n'y avait pas de traitement de maintenance après. 48% de réponse complète avec une durée médiane qui était de 12 semaines versus 27% de réponse complète dans le bras placebo pour une durée de 5 semaines. Ce qui a permis d'en amener quand même un certain nombre de patients à la greffe derrière en bonne qualité de réponse après. Une survie médiane de 6 mois versus 4 mois, ça paraît pas exceptionnel, mais pour des patients aussi catastrophiques, c'est quand même déjà pas si mal. Avec une survie globale à 1 an de 27% contre 20%. Bon, chez des patients avec des LM réfractaires et en rechute, c'est à peu près ce qu'on voit. Dans leur conclusion à l'EHA, ils disaient que finalement on ne faisait pas beaucoup mieux avec d'autres thérapeutiques et d'autres stratégies. Là, c'est juste parce que je ne pouvais pas laisser passer ça. On a quand même les greffes séquentielles qui font beaucoup mieux chez des patients en rechute réfractaire, cariotype complexe ou compagnie. Donc j'étais un tout petit peu sceptique vis-à-vis de ça. Et on a notamment, et ça encore c'est juste un truc qui n'a rien à voir, mais on a un outil qui peut nous permettre de nous aider chez les patients en rechute ou réfractaire. S'ils ont un score faible, on a des survies qui sont quand même très intéressantes à long terme. Donc, et ça, c'est des patients qui ont été greffés en situation de rechute réfractaire avec des survies qui sont de l'ordre de 50% à 5 ans. Et c'est plutôt satisfaisant. Donc dire que 20% on ne peut pas faire mieux, c'est pas forcément toujours très vrai. Bon, on est capable de faire pire aussi. Actuellement, rechute réfractaire, il y a le gilteritinib aussi, donc c'est une phase 2, 8% de RC, 22% de réponse complète sans récupération hématologique. Profil de tolérance acceptable, c'était une phase 2, il y a une phase 3 en cours.
Dans la situation rechute réfractaire, on n'a pas l'impression que c'est là où c'est le plus efficace. Après, pour des malades qui ont déjà été traités, pour lesquels on ne sait pas trop, ça reste une alternative qui est plutôt bien tolérée et qui permet, en tout cas chez les patients qui y sont en réponse, soit de les amener à quelque chose d'autre, soit de leur faire gagner un petit peu de temps. Dans les situations de maintenance post-greffe, il y a principalement des patients FLT3 dupliqués. Alors c'est des petits effectifs à chaque fois, mais toujours du rétrospectif post-greffe. Des sujets jeunes forcément, pas mal de MAC, mais c'était du FLUDA BUC3 ou BUC4, quelques RIC de séquentiel. Ça a été introduit à J70 post-greffe, une durée médiane d'exposition au sorafénique de 8 mois, 8-9 mois. Un suivi qui est plutôt correct avec une survie globale à 1 an post-greffe qui est à 92%. Dans ce type de patients, dans ce type de... Alors c'était des patients qui étaient pour la plupart en RCA à la greffe, sauf les 2 qui ont été greffés en séquentiel qui n'étaient pas contrôlés avant la greffe. Donc petits effectifs, faible recul, mais survie à 1 an qui est assez impressionnante. Ça, normalement, ça se voit sur des aplasies médulaires, pas trop sur les LAN. Et tous les patients qui étaient vivants à 1 an avaient une NRD négative. Ils étaient tous suivis en MRD, ces patients-là. Attention, c'est beau, ils sont tous en vie, mais il y a quand même 13 GVH, donc 4 GVH chroniques, donc 4 extensives. Donc attention, il y a quand même un effet stimulation de l'effet greffon contre l'autre et greffon contre la maladie, donc c'est pas forcément quelque chose qui est aussi facile à manier que ça. Une autre étude sur des patients en RC1, 26 patients, donc l'autre c'était 27, là c'est 26. Ils ont fait un espèce de truc statistique un peu foireux, mais bon, ils ont pris un bras contrôle historique, bon, pour faire comme si c'était comparé. Pas du tout quelque chose qui est comparé, mais bon, voilà. Un follow-up pour le coup qui est un tout petit peu plus long, 27 mois pour le bras sorafénique, 38 mois pour le bras contrôle, forcément c'est des patients historiques. Une survie globale qui est de 80% versus 62%, alors ça c'est plutôt satisfaisant, 62% de survie à 2 ans post-allogreffe, mais bon. Une incidence cumulée de rechute qui est beaucoup plus faible, pas de différence en termes de mortalité toxique, et donc on ne comprend pas, enfin initialement il a fallu décortiquer le papier pour comprendre pourquoi est-ce que la survie globale n'était pas si espacée alors qu'il y avait une incidence de rechute qui était beaucoup plus importante. C'est que tous ceux qui rechutent dans le bras sorafénib, leur survie derrière elle est quand même catastrophique. Ça se voyait avant la greffe, ça se voit aussi après la greffe. Ça, c'est toutes les études qui ont publié des maintenances post-greffe, donc plutôt efficaces avec globalement des survies qui sont très satisfaisantes à 2 ans, 80% de survie en post-allogreffe à 2 ans pour des patients LAM FLT3, alors qu'habituellement on était plutôt autour de 60-40%. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Même s'ils étaient assez difficiles à comprendre ces 2 papiers, globalement on a une action du sorafénib sur les NK, avec une activation qui est dose dépendante et temps dépendante, donc exposition dépendante. Alors je vous avoue que là l'activation par la voie paradoxale RAS, RAF, ERK, je l'ai relu 3 fois, j'ai abdiqué. Mais globalement ça a été testé in vitro et après testé sur des patients greffés. Enfin, sur l'action de 100 patients greffés, et donc il y a une activation des NK vis-à-vis des cellules tumorales. Et également, ils ont mis en évidence sur des modèles murins et sur des analyses de cellules in vitro que ça favorisait l'action GVL. Donc peut-être que ça serait pour ça que ça serait intéressant, pas uniquement pour l'aspect antitumoral, mais aussi pour ce côté-là en maintenance post-greffe. Les autres associations, principalement ça a été utilisé sur des agents hypométhylants, j'en parlerai pas beaucoup plus que ça parce que soit c'est en cours, soit c'est peu glorieux, mais donc c'est principalement sorafénib et 5-azacitidine. Peu de patients, moyenne d'âge plutôt jeune pour cette population. Des lignes antérieures qui sont donc 2, mais il y avait des patients qui étaient non traités, il y avait des patients qui avaient eu 7 lignes antérieures, donc une population qui est franchement très hétérogène. Un taux de réponse global qui paraît plutôt satisfaisant, mais une réponse extrêmement courte dans le temps. Les autres voies d'association, alors il y a tout ça, mais tout ça c'est en cours. Alors vous
voulez peut-être, alors aux États-Unis, il y en a qui ont utilisé avec les inhibiteurs du protéasome, les inhibiteurs de mTOR, c'est en cours aussi. Dans ces formes-là, notamment des inhibiteurs d'HDA, c'est en cours de test, mais on n'a aucune publication, aucune donnée pour l'instant. C'est quand même des molécules probablement d'avenir, parce qu'on a comme, et encore j'ai fait le tri, mais ça c'est dans tout ce que je trouvais le plus intéressant. Beaucoup de maintenance post-greffe, beaucoup de phase 3, donc le gilteritinib qui va être essayé en maintenance post-greffe, en maintenance non éligible à la greffe, en association avec l'azacitidine. Dans les LM, en rechute réfractaire, crénolanib plus chimio versus chimio seul. Le même produit mais en maintenance post-greffe sur une phase 2, le quizartinib, et ce que j'ai trouvé le plus audacieux, il est là. Reprendre le même schéma que celui qui a été publié dans New England avec l'amidostorine, mais en challengeant l'amidostorine par un inhibiteur de deuxième génération, sur exactement le même schéma, avec induction conso, et si les patients sont éligibles à la greffe, une maintenance post-greffe. Donc c'est une phase 3 qui a ouvert il y a quelques mois, je crois, de ma mémoire. Donc en conclusion, l'utilisation des inhibiteurs FLT3, ça ne permet pas d'augmenter le nombre de rémissions complètes. Par contre, ça permet d'obtenir une diminution des rechutes et donc une augmentation de la survie globale. C'est efficace bien évidemment sur les anomalies, les LM FLT3 dupliqués, mais en tout cas pour certains marqueurs sur les wild type. Une toxicité qui est parfaitement acceptable et gérable, des résultats satisfaisants dans le post-greffe également. La limite pour l'instant c'est la survie après rechute. Souvent ils perdent en plus le marqueur FLT3 et on n'a absolument rien derrière. L'autre chose c'est qu'en monothérapie, j'en ai même pas parlé parce que c'était des résultats qui étaient somme toute assez décevants. Les questions qui restent, quel est le meilleur? Parce que je vous en ai montré plein mais pour l'instant on ne sait pas. Quand est-ce qu'il faut le mettre? Bon, qu'il faut le mettre sur les LM FLT3, là je pense que la question ne se pose pas plus que ça. Avant l'induction, non. Pendant l'induction, pendant les consolidations, oui. Parce que le mettre tôt, ça permet d'améliorer la réponse. Si on le met trop tard, on perd un petit peu de son efficacité. La maintenance pour les patients qui ne sont pas éligibles à l'allogreffe. La maintenance post-allogreffe, mais reste à savoir quel patient doit en bénéficier ou pas. Mais vu les taux de survie, encore faut-il que les populations, les études montrent un tout petit peu plus de patients et que ça se confirme. Mais si on a des survies à 80% à 3-4 ans, ça peut être particulièrement intéressant. Et l'association à d'autres inhibiteurs, et puis quoi faire à la rechute chez ces malades. Voilà.